Bien, je range mon bureau numéro 4 le lendemain du numéro 3. Alors que pas moins de 10 mois, 6 mois, pardon, s'étaient écoulés entre le 2 et le 3. Enfin voilà, hier, comme l'a fait remarquer entre-temps Patrick Chartrain, le dédicataire de la troisième vidéo, en fait le type ne range pas son bureau, il déplace les livres d'un côté de l'ordinateur à l'autre. Donc je veux d'abord rassurer Patrick. J'ai bien rangé les livres dont j'ai parlé hier, puisque je me suis débarrassé en quelque sorte de leur mention, de leur archivage par cette vidéo. La seule exception étant évidemment Fodatsu Namedatsaichen. Et d'ailleurs, j'ai eu une autre question, une autre requête d'une autre lectrice, spectatrice, téléspectatrice de ces vidéos, à qui du coup je dédie cette vidéo, elle se reconnaîtra, et qui m'a demandé de lui traduire le titre du livre de Senturan Varataraja. Donc ça me permet comme ça de commencer la vidéo comme j'ai fini celle d'hier, en recommandant vraiment ce livre. Fodatsu Namedatsaichen, ce qui veut dire en fait, ce qui peut se traduire par devant ou face à la prolifération des signes S-I-G-N-E-S, bien entendu. Voilà, donc ça c'était, donc ça je ne l'ai pas rangé parce que je compte en reparler peut-être en reprenant le projet des traductions sans filet. On enchaîne 1 minute 30 de préambule. Ben, j'ai déjà gagné presque 8 minutes, un peu plus de 8 minutes par rapport à hier. C'est pas mal. Alors qu'est-ce que j'ai sur la pile? Donc là c'est la pile, voilà. Qu'est-ce que j'ai sur cette pile? Eh bien, j'ai des livres que j'ai lus très récemment, puis d'autres qui traînent depuis beaucoup plus longtemps. Le premier, Yannick Lins, Faille. Alors Yannick Lins, c'est une romancière et écrivaine haïtienne de langue française, qu'on connaît un petit peu plus en France, puisqu'elle a obtenu le prix Femina il y a 2 ans, je crois. Et d'ailleurs, cela avait donné lieu à Tours à une belle rencontre et à un très bel entretien sur la chaîne littéraire radiophonique du DAHU. Donc j'essaierai de penser à mettre le lien. Tiens, c'est vrai, il faudrait que je mette des liens en fait sous la vidéo. Bon voilà, donc normalement je vais mettre des liens, donc vous retrouverez ça. Alors Yannick Lins, Faille, c'est un livre qui est sorti là, tout récemment, qui est publié en 2017, que moi j'ai acheté là à la fin de l'été, et c'est un petit livre qui correspond en fait à un texte que Yannick Lins a écrit au fur et à mesure des premiers jours en fait qu'elle a écrit sur le motif, dans les premiers jours qui ont suivi le terrible tremblement de terre, le terrible séisme qui a dévasté Haïti en janvier 2010. Alors c'est déjà bien entendu un événement qui a connu une très grande couverture médiatique, sur laquelle il y a un très grand nombre d'essais aussi sociologiques sur la question extrêmement ambiguë et paradoxale de l'aide internationale et de ce qu'elle a fait. Du point de vue de la littérature, Dany Laferrière a déjà donné presque immédiatement après, l'année suivante, sa propre version en quelque sorte de cet événement. Et je me lève encore, mais là c'est bien, c'est juste en dessous en fait de là où j'ai posé le livre. J'avais pas prévu d'en parler. Tout bouge autour de moi. Voilà, il est juste en dessous parce qu'en fait je pose. J'ai pas utilisé le pied, je sais pas pourquoi. J'ai un pied pour l'appareil photo, mais bon. Je continue à faire à n'importe comment. Et je continue à parler, alors que je ne suis pas tellement. Je rangerai ça plus tard, je fais des bêtises. Oui, parce que l'appareil photo est posé sur une des étagères de la grande armoire littérature africaine, littérature antillaise. Donc voilà, donc le Dany Laferrière était pas loin. Tout bouge autour de moi, je n'ai pas vérifié, mais ça doit dater de 2011. Faille de Yannick Lins est donc publié en la collection Sabine Vespizer Poche. Et donc, on voit donc Yannick Lins raconter au fur et à mesure le tout début de cette expérience de la désolation, du désastre, l'inquiétude évidemment pour les proches dont on n'a pas de nouvelles, la réaction en quelque sorte à contrario ou décalé par rapport à la manière dont, une fois que les connexions, on va dire, les communications sont rétablies, la manière dont dont les habitants d'Haïti voient le traitement médiatique dans les médias européens de cette catastrophe. Et donc c'est un témoignage de première main, très bien écrit, et il se trouve en fait elle raconte au fur et à mesure le roman qu'elle avait commencé à écrire, qu'elle avait commencé à imaginer, et qui va être totalement modifié, totalement
transformée par l'expérience du séisme et par le fait qu'elle va recommencer à le formuler ou à l'écrire dans la suite immédiate de la catastrophe. Et ce roman, qui a été publié en 2013, s'appelle Guillaume et Nathalie. Il est également disponible en point seuil. Je ne l'ai pas lu, donc je ne vais pas vous en parler. Donc, en revanche, voilà, dans Faille, parce qu'elle dit dès le début, hein, Faille fut le premier titre qui s'imposa à moi, impossible d'entendre ce mot sans ressentir la pointe acérée d'un objet là dans la poitrine, à l'endroit du cœur. Impossible de l'entendre sans me retrouver au-dessus d'un grand trou béant, avec dans les oreilles une rumeur qui gonfle, monte, pour retomber en milliers de couteaux. À l'écoute de cette simple syllabe, je ne peux m'empêcher de regarder là sous mes pieds. À l'écoute de cette simple syllabe, j'hallucine et sentirai comme des milliers d'autres des jours durant la terre trembler sous moi. Je me retiens quelquefois pour ne pas trébucher et défaillir. Ça, c'est le tout début du deuxième chapitre, c'est donc au tout début. Un passage que j'aurais voulu, notamment il y a beaucoup de passages en fait que j'aurais voulu lire. Bon, un passage assez émouvant qui est le moment où une amie à elle retrouve le portable de son conjoint mort. V est revenue et m'annonce avoir retrouvé le portable de son conjoint. Elle le sort et me le montre. J'ai pu identifier la main grâce à la chemise qu'il portait. La main était déjà en état de décomposition avancée et j'ai aussi reconnu le portable, me dit-elle. Elle m'explique que le corps était enfoui d'une telle façon sous la dalle de béton qu'elle n'a pas pu voir le visage de son époux mais juste le haut de son crâne et seul le bras et la main tenant le téléphone étaient à l'air libre. Évidemment que j'ai reconnu la main et le téléphone. Moi, je suis debout et je ne dis rien parce qu'il n'y a rien à dire. Elle parle à ses enfants et leur annonce qu'elle a retrouvé le téléphone portable de leur père. Les enfants l'attendent et voudraient voir leur père une dernière fois, mais mort, ils insistent. Nous dînons comme tous les soirs, mais avant d'aller se coucher, elle me demande de lui trouver un psychologue. Elle voudrait faire le point et surtout savoir quoi dire à ses enfants. R ne peut pas le recevoir le lendemain. Il est submergé de demandes depuis le séisme. Je la dirige vers une autre amie. Bon, ça se passe de commentaires, je crois. Et voilà, donc un livre... sur un sujet dramatique au sens étymologique, mais aussi bien sûr tragique, la manière dont l'itinéraire individuel d'une écrivaine à un moment donné croise en fait et subit cet événement tragique et d'une ampleur sans précédent. Alors elle trouve en partie refuge en quelque sorte dans la littérature, dans la poursuite de son activité professionnelle, le fait qu'elle continue à échafauder et à élaborer son roman, mais comme on le voit, bien sûr, ça n'est pas une bulle, elle ne s'enferme pas dans une bulle, elle continue d'être totalement dans cette société meurtrie et traumatisée par le séisme. J'avais dit qu'il y avait assez peu hier, j'avais pas expliqué ça, mais je change totalement de sujet, mais j'avais dit hier qu'il y avait assez peu de livres en anglais dans cette pile parce que j'ai notamment repris enfin, toute une sorte de phase Gertrude Stein, et notamment parce qu'il est aussi sur mon bureau, mais je ne vais pas le ranger, donc ça va faire plaisir à Patrick qui va pouvoir encore ironiser en disant que en fait je fais des vidéos, je range mon bureau, mais dans lesquelles je parle des livres qui sont sur mon bureau sans jamais les ranger. Là en l'occurrence c'est un livre emprunté à la bibliothèque, comme ça m'arrive souvent, c'est le How to Write de Gertrude Stein que j'ai réemprunté pour un petit peu y rejeter un œil, et j'ai bien vérifié qu'à l'exception d'un des tout premiers chapitres du livre, ce texte majeur de Gertrude Stein n'a jamais été traduit en français, ce que m'avait signalé François Bon, et vraiment je n'en revenais pas, donc j'ai refait les recherches, etc. Donc c'est un texte fondamental. Donc hier j'ai fait un demi-coup de gueule contre l'édition française qui traduit beaucoup de choses dont on pourrait se passer et qui même quand on la sollicite, ne s'intéresse pas aux textes majeurs. Je pourrais en citer des dizaines. Il y a la moitié des livres de Ngugi, il y a la moitié des livres de Noureddin Farah. Les livres de Nnedi Okorafor ne sont pas traduits en français, alors qu'elle est traduite dans quasiment toutes les langues européennes. Enfin, c'est absolument hallucinant, la situation de l'édition française du point de vue de la traduction. Bon, c'était la piqûre de rappel du coup de gueule. Voilà, donc How to Write de Gertrude Stein est aussi sur mon bureau, mais lui, je ne vais pas le ranger. Parmi les livres que je rangerai, après en avoir parlé brièvement, le dernier Marie Dariussec, Notre vie dans les forêts. Alors, c'est pas pour me dédouaner, mais en l'occurrence, c'est mon épouse en fait qui lit à peu près tous les Marie Dariussec, ou qui en tout cas les achète. Je sais qu'il y en a un ou deux qu'elle a pas lu, ou qu'elle n'a pas réussi à lire, ou qui lui ont un peu cassé les pieds.
Donc en l'occurrence, bien ce Marie Dariussec-là, comme je m'intéresse un petit peu au récit apocalyptique, au récit de science-fiction, de politique-fiction, au récit futuriste, lié aux questions justement du changement climatique, lié à la manière dont les romanciers essaient de s'approprier ce futur probablement apocalyptique qui nous attend si on ne se secoue pas une bonne fois pour toutes, et on n'a pas vraiment commencé à se secouer, même si on peut nous parler des accords de Paris, même si notre président de la République tweet des Make our planet great again en faisant exactement l'inverse à Bruxelles et à Paris, c'est-à-dire en faisant tout ce qu'il faut pour que la planète continue d'être dévastée. Donc tant qu'on s'en tiendra à des slogans ou à des professions de foi et qu'on ne commencera pas vraiment à prendre des décisions qui fâchent, parce que ce sont forcément des décisions qui fâchent et qui impliquent des choix drastiques, on n'y arrivera pas. Donc il y a bien entendu toute une littérature, le dernier Santiago Amigorena par exemple, qui reprend cette question-là, et c'est rarement des livres d'un grand niveau, on va dire ça. Bon, le Marie Dariussec ne déroge pas à la règle malheureusement, c'est pas un livre particulièrement mémorable. L'idée, on va dire, est assez astucieuse, elle imagine un futur dans lequel tout être humain a des moitiés ou des clones, hein, les plus riches ont des clones qui en fait sont préservés dans des pièces, qui sont enfin, en quelque sorte emprisonnés, maintenus dans une sorte d'état végétatif. Et ces doubles ou ces moitiés, comme ça s'appelle des moitiés, sont là en fait à titre de pièces de rechange. Et donc il y a un certain nombre de passages dans lequel, tiens, je tombe au hasard dessus, dès que je suis malade, hop, on me fixe un organe de Marie. Les médecins me disaient que ce que je prenais pour des rêves n'était qu'un tressaillement nerveux des paupières, un tic dû à l'immobilité. Bon sang, comment vit-on, même endormi, le fait qu'on vous prélève un à un des organes, est-ce qu'on ne s'en rend pas compte obscurément? Voilà, donc c'est toute cette question, non pas du trafic d'organes, mais même du commerce d'organes, entièrement légalisé, entièrement normalisé, dans une société on va dire qui n'est pas post-apocalyptique, mais qui est déjà post-changement climatique. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'en fait, moi je trouve de mon point de vue, ensuite c'est elle qui a écrit le livre qu'elle voulait écrire, mais là où moi j'ai été un petit peu frustré, c'est qu'elle va véritablement vers toutes les dimensions sociales, vers toutes les dimensions sociales et médicales de cette question-là, et pas tellement justement vers la question climatique. Donc j'étais un petit peu déçu par rapport à ça, parce que je m'attendais à ça, à tort sans doute. Je peux lire quel passage du Marie Dariussec. Alors oui, bon, le vrai problème, moi je trouve, hein, c'est que Marie Dariussec, c'est pas qu'elle sait pas écrire en fait, parce que je crois qu'elle écrit très bien. Celui que je trouve être son meilleur livre, c'est son essai en fait sur la question du plagiat, rapport de police. Si mes souvenirs ne me trompent pas, je vais pas aller vérifier maintenant, enfin il me semble que c'est ça, rapport de police. Publié il y a quelques années déjà, toujours chez POL. Mais je trouve que voilà, c'est pas une styliste, elle fait pas vraiment d'effort d'écriture, et même on a l'impression que c'est souvent délibéré, à savoir qu'elle cache derrière ici de toute évidence un relâchement délibéré, à savoir que c'est comme si c'était une parole transcrite dans l'urgence, puisque la narratrice en fait est en fuite, elle a essayé d'échapper au système, elle essaie de faire une sorte de retour à la nature pour échapper à la société complètement aseptisée, complètement mécanisée dans laquelle elle a grandi. Donc c'est une rebelle en fait qui parle, j'ai l'impression, moi, toujours qu'à chaque roman, enfin je ne les ai pas tous lus, mais chaque roman que j'ai pu lire de Marie Dariussec, il y a toujours une sorte de récit ou d'intrigue ou de dispositif narratif qui est là aussi pour justifier le fait que, je vais le dire un peu vulgairement, elle ne s'embête pas vraiment à écrire, quoi. Elle ne s'embête pas à tenter de trouver une voix propre, émouvante, marquante. Moi, ce ne sont pas des textes qui me marquent, voilà. Bon, cela dit, c'est pas inintéressant du tout, y compris du point de vue justement science-fiction et réflexion sur les problèmes de société actuelle à l'aune de ce qu'elle imagine comme société future. Bon, c'est le principe, bien sûr, des fictions futuristes. Elles sont là, on ne peut les interpréter qu'à l'aune de ce que l'on veut ou de ce que l'on ne veut pas pour notre société actuelle. C'étaient des arbres dont j'ignorais le nom, mais qui avaient l'air vrais, je veux dire, pas des arbres fourragés ou plantés seulement pour le bois.
Les grands champs d'arbres le long des rails laissaient place à une forêt, comme dans les contes, désordonnée en apparence, étagée en réalité, les petits arbres sous les grands arbres et des fougères encore par-dessous. Je guettais le son des oiseaux ou des animaux, on peut rêver. Mais pendant ces trajets, je n'en ai jamais vu. Et on entrait dans le parc. Le grillage s'ouvrait sur une petite route goudronnée qui devait, j'imagine, être autorisée à certains véhicules privés. Les arbres semblaient encore plus anciens, hauts et solides, et le château apparaissait, à peine plus qu'un manoir, si vous voulez mon avis, qui avait été un grand hôtel et un sanatorium, et encore avant un vrai château, je crois. Et je badgeais sous les robots caméras de la grille, etc. Au zoo des mammouths, ça c'est dans le texte, hein, et je badgeais sous les robots caméras de la grille, etc. C'est écrit comme ça, c'est un exemple de ce relâchement factice de l'écriture. Au zoo des mammouths, j'avais eu l'occasion de voir beaucoup d'arbres aussi, les arbres disparus, l'acajou et l'ébène, le peuplier noir, et le taureau miro de Pâques, et le thuya du Sichuan, et le chêne basque, j'avais pris des notes. J'aime bien les plantes, on ne pense pas assez à ce que c'est un arbre. D'ailleurs, le mot clone a pour racine le grec clone, qui veut dire jeune pousse. Je lis ça non sur un bloc, nous les avons bannis, mais sur un vieux dictionnaire étymologique que je trimballe de campement en campement, je fais des recherches, ça m'aide. Et la raison pour laquelle je voulais lire ce passage-là, c'est parce qu'il y a évidemment toute l'espèce de facilité un peu intellectuelle à représenter une narratrice qui accède au savoir par bribes, alors que bien entendu on a par en dessous une écrivaine qui elle est normalienne, qui sait tout ça, bon bref. Bon ça c'est vraiment une facilité qui moi m'agace un petit peu, mais qui fait partie des choses qui me laissent un peu sur ma faim, que je trouve un peu facile dans les livres de Marie Dariussec. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est le double plan ici, puisqu'elle raconte ses visites, là, ici, notamment au zoo, qui est aussi un jardin botanique, à l'époque où elle ne s'était pas encore enfuie, où elle ne s'était pas encore rebellée, mais la parenthèse est évidemment écrite au temps de la rébellion, c'est-à-dire au temps de l'écriture. Hein. Je lis ça non sur un bloc, nous les avons bannis, ce sont les rebelles qui ont banni, si je me souviens bien, ça fait 1 mois et demi, mais visiblement Alzheimer Gate, parce que je suis plus sûr à 100%. Donc un vieux dictionnaire étymologique que je trimballe de campement en campement. Donc voilà, donc la déconnexion totale de la technologie que veulent les rebelles fait que du coup elle revient en fait à des réflexes de langue qui sont voilà, un vieux dictionnaire qu'elle trimballe. Quoi. Donc il y a ce côté-là aussi dans l'espèce de va-et-vient constant entre la surtechnologisation et puis le retour à ce qui est présenté comme la nature et qui est très problématiquement la nature aussi. Voilà donc Notre vie dans les forêts de Marie Dariussec. Je n'en dis pas plus parce que je pense que la plupart d'entre vous ont lu des choses à ce sujet. Alors un livre en anglais quand même, il y en a sur la pile, mais ça fait un petit moment que je ne l'ai pas ouvert. Il y a des marque-pages dedans, comme d'habitude. Un livre, un recueil d'essais en fait de Liu Lin Powys. Alors Liu Lin Powys, c'est un des frères, je devrais dire, c'est un des membres de la fratrie des Powys, puisqu'il y avait aussi une sœur dont j'ai jamais rien lu, Philippa, je crois. Le plus connu, bien sûr, c'est John Carper Powys, mais il se trouve que Liu Lin Powys est redécouvert pas mal en ce moment, à la faveur bien sûr de l'éco-critique, de l'intérêt pour les écrivains naturalistes, et donc Liu Lin Powys qui est surtout connu pour ses textes justement de promenade dans le Dartmoor, dans le Wessex, et donc ici Durdle Door to Dartmoor, c'est un recueil d'essais, de promenade un petit peu, c'est un peu oui, c'est un peu les rêveries du promeneur solitaire transposées sur la côte sud-ouest de l'Angleterre. Donc c'est magnifique, enfin moi je trouve ça magnifiquement écrit, il y a une précision dans la vision, dans la description, dans le détail qui est vraiment très belle, et ce livre est sur ma pile, je sais pas trop pourquoi, peut-être parce que j'avais voulu essayer de commencer à traduire certains textes, et puis bon, une chose ou une autre je l'ai pas fait. Je pourrais, tiens, alors, comme d'habitude j'ai rien préparé du tout, mais je pourrais, tiens, puisqu'on parlait des dictionnaires contre un mal de campement en campement, le début du texte intitulé Portland. I remember when I was thinking of returning to settle in England on the Dorset coast, taking down from a bookshelf in an old house in Connecticut an encyclopedia containing a tattered map of Dorset with the island of Portland stretching its bold turkey's head far out into the English Channel.
In almost any map, this peninsula must of necessity protrude as an emphatic appendage to the southern coastline of England, conspicuous to the human eye, to the Chinaman's eye, to the Negro's eye, to the Red Indian's eye, to the eye of a church missionary native idling over his lesson book under a palm tree in the Cannibal Islands. What a wealth of romance has surrounded this West Country promontory since the days of my earliest childhood. Its frowning forehead was familiar to me from Brunswick Terrace in Weymouth, towering above the magpie-speckled lighthouse on the old breakwater. Rumours of it had reached my ears when I was a very infant. My father used often to appear with round flat pebbles for my mother and grandmother to paint pictures upon, and these, I was told, came from Portland. And when the weather had been particularly wild, I would hear of my father and my elder brothers making an excursion to Portland to see the waves. Bon, je m'arrête là. Ce qui m'intéressait, c'était justement au début, le fait que l'imaginaire, le texte, part en fait de la lecture d'une encyclopédie, d'un atlas géographique. En fait, il y a donc toute une rêverie géographique qui remet en branle un certain nombre d'éléments mémoriels reliés à une histoire plus large, qui en plus est l'histoire coloniale. C'est aussi pour ça moi, que le Julian Powys m'intéresse, et qu'en fait toute la fratrie m'intéresse, parce qu'on trouve ça énormément chez John Carper Powys aussi, et ça a été assez peu étudié. C'est toutes les sortes d'évidences coloniales ou d'évidences impériales qu'on trouve dans leur écriture, et qu'évidemment qu'il est très intéressant de lire a posteriori, dans une perspective qui a des post-coloniales. Bon, ça c'est mon angle à moi. Mais ici, la lecture géographique est assez proche en fait de celle d'un Julien Gracq. Elle est moins intellectualisée que celle de Borges, justement, moins abstraite peut-être que celle de Borges. Elle est plus proche d'une approche plus minutieusement géographique. Bon, mais là, c'est pas un passage très représentatif, puisqu'il n'est pas question, il n'y a pas le récit de promenade. Donc ça, c'est le Julian Powys, mais je vais pouvoir le ranger. Il faut bien ranger les livres de temps en temps. Oui, celui-là, il faut que je le range aussi. Acheter 1 euro ou 50 centimes, ou je ne sais pas, lors d'une brocante ou d'un vide-grenier, un recueil que j'ai acheté parce que ça m'a intrigué, d'un poète pas du tout connu quand même, j'ai vérifié entre temps, de Walter Hassenclever, Der Jüngling. Donc c'était un recueil de poèmes allemands, et alors je l'avais acheté parce que d'abord c'était que 1 euro et que c'est assez insolite de trouver ce genre d'ouvrage dans un vide-grenier à Tours. Mais je l'ai acheté parce que premièrement c'est une édition originale de 1913. Donc je trouvais ça rigolo. La deuxième chose, c'est qu'en le feuilletant, j'ai vu qu'il s'agissait de quoi? Non pas de sonnets, mais de sonnets tronqués, de 13 vers. Donc il y a ici une cinquantaine de poèmes qui suivent tous la même forme, qui est une forme contrainte, assez proche du sonnet, mais pas totalement, en 13 vers et non en 14. Et alors surtout, c'est la cerise sur le gâteau, imprimé en alphabet gothique, bien entendu, donc assez difficilement lisible quand on n'a pas l'habitude. Et je pense que quand je l'avais acheté, j'étais en plein dans les traductions improvisées, il y a, ça, je ne sais pas quand c'était, enfin il y a 1 an, et je m'étais dit que ça serait rigolo de faire une traduction improvisée de ça, et je crois que je ne suis pas du tout en état. C'est des poèmes qui sont un peu académiques, c'est une sorte de néo-romantisme, qui, dans mon souvenir, n'a même pas réellement croisé la route des symbolistes. Donc quand on lit ça et qu'on se dit qu'au même moment, en Allemagne, on a Trakl, on a Heim, on a Rilke, bon, on comprend que Walter Hassenclever soit quand même pas passé à la postérité. Toujours sur la pile, bon, je vais pas finir aujourd'hui, enfin j'en ai quand même, j'en arrive au 5e, donc c'est pas trop mal. Un petit livre de Asger-Jorn, le grand peintre Asger-Jorn, dont j'avais eu l'occasion en 2012, quand je suis allé chez Sébastien Dubinski, j'ai pu visiter la fondation Asger-Jorn à Silkeborg, je crois, j'ai un doute sur le nom du bled. Bon, c'est aussi là qu'il y a dans l'autre musée de Silkeborg, oui ça doit être Silkeborg quand même, qu'il y a le fameux homme de Tolund, l'homme des tourbes, qui a inspiré à Shimosine un de ses plus beaux et de ses plus célèbres poèmes. Peu importe. Asger-Jorn était donc un peintre important, danois, qui faisait partie, je crois, du groupe Cobra, je ne sais jamais trop, oui, je crois, et il faisait partie aussi de l'Internationale situationniste. Et alors ce texte que les éditions Alia viennent de publier, je crois, là encore, il faut toujours que je vérifie, parce que moi, j'achète pas forcément les livres qui paraissent. Non, en fait, non, c'est paru en 2008. Moi, je l'ai acheté
juste avant l'été, mais c'est un livre qui n'est pas du tout dans l'actualité éditoriale. Peu importe, je me contrefous de l'actualité éditoriale. Asger-Jorn donc a écrit ce texte qui s'appelle La Genèse naturelle sur la situation singulière qu'occupent dans l'humanité les mâles, et c'est un petit livre complètement dingue qu'il a écrit directement en français d'ailleurs, c'est aussi une des curiosités. Donc ça veut dire qu'on peut ajouter ce livre d'Asger-Jorn à la longue liste des livres écrits directement en français par des figures, on va dire, du monde artistique dont le français n'était pas la langue maternelle. On peut penser aux poèmes de Pablo Picasso par exemple, on peut penser à un très grand nombre aussi d'écrivains roumains qui sont dans ce cas-là, Panaïtis Strati par exemple. Et donc, la genèse naturelle. Je vous en lis juste un extrait, parce qu'au moins quand je lis, c'est pas mes paroles vagues et ineptes. Ève avec Adam sur le dos. Voudrait-on voir en tout cas dans le premier Adam une image divine, il faudrait convenir qu'elle est fort rudimentaire. Peut-être même que cela a son sens dans le projet de développement, car le jeune Adam suit complètement le modèle féminin, avec les organes de procréation en moins. Il n'est qu'un petit morveux, une mauvaise copie d'Ève, et en plus il est impuissant et paresseux au point qu'elle doit le nourrir et le porter sur son dos comme Saint Christophe pour l'enfant Jésus. Que s'imagine-t-elle alors ? Peut-être s'imagine-t-elle être portée un jour dans ses mains en guise de récompense ? Quelle erreur fatale. Il mène en tout cas la belle vie, grâce à la bonne santé et au physique robuste d'Ève, qui permet de le nourrir abondamment. C'est ici que commence la misère d'Ève. Peut-être son insouciance peut-elle s'expliquer, mais elle ne sera jamais pardonnée. C'est irréparable, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même d'avoir laissé le fainéant s'engraisser à ses frais. Je ne poursuis pas le texte parce que je manque de temps, et ça vous donne un peu l'idée du ton évidemment iconoclaste, décalé de ce livre. Je peux vous lire l'argument qui est très bref et qui se trouve sur la 4e de couverture, pour vous donner envie éventuellement d'aller lire ce texte. Ça se lit en 1h30, c'est vraiment un petit livre, assez pas si difficile que ça à lire, en dépit de son caractère loufoque. C'est un fait que ni les hommes ni les femmes ne sont aujourd'hui satisfaits les uns des autres. Quand même, hein. C'est un texte écrit dans les années 60, publié en 2008, on est dans la semaine du hashtag balance ton porc, donc vous voyez un peu. Hein. C'est un fait que ni les hommes ni les femmes ne sont aujourd'hui satisfaits les uns des autres. La question est de savoir si c'est le fait d'une malédiction originelle qui les condamne à s'entre-déchirer, ou si les conflits qui les opposent n'expriment qu'un moment transitoire de l'histoire humaine. Alors, partons du début. Donc voilà, il va proposer sa réécriture, sa relecture situationniste de la Genèse naturelle, Asger-Jorn. Allez, j'ai le temps d'en faire un dernier, mais la pile n'est pas encore écoulée, on va dire. Un livre de Jacques Réda, là aussi acheté en brocante, donc un livre pas du tout récent de Jacques Réda, 2001, plusieurs textes qui s'appellent Le lit de la reine, et dans lequel il se souvient d'un certain nombre de lits de nuit qu'il a pu passer dans des lieux étrangers, dans des hôtels notamment, et donc c'est l'écriture en prose de Jacques Réda. Moi je suis un grand fan de Réda, poète et prosateur, et voilà, donc ce texte, je vais peut-être juste lire le début du texte éponyme, Le lit de la reine, qui se passe à Cambridge. Allez, il me reste 1 minute, on va essayer. J'évoquerai la première image qui m'a frappé lors de mon arrivée à Cambridge, après une longue demi-journée d'abrutissement. J'avais erré à pied et sans interruption dans Londres, une sacoche à la main, me laissant guider de façon presque infaillible par ces souvenirs qui n'ont pas leur siège dans la mémoire si on la localise tout entière dans l'œil et dans le cerveau, mais pour ainsi dire dans le nez et dans les jambes. Acquis au cours de ces jours précédents, il s'agit donc plutôt de ce qu'on nomme des automatismes, terme dépréciatif auquel je préfère celui de mémoire du corps. Et mieux vaudrait encore écrire au pluriel mémoire, car chacun de nos organes et de nos membres possède la sienne, qui fonctionne selon les occasions. La mémoire des mains, par exemple, est étonnante. Il y a 2 ou 3 morceaux pour piano que je crois connaître par cœur, mais l'expérience démontre que ce sont en réalité mes doigts qui les connaissent. Chaque fois, en effet, que je me propose d'en jouer un, si peu que je m'y prépare, au bout de quelques mesures, je m'embrouille et reste vite interdit. Et pour ne pas rester trop interdit, il reste à peine quelques secondes,
l'appareil photo va mettre fin à la vidéo. Numéro 4,